vous l'avez sans doute entendu, vous avez sans doute entendu cette information. La dévastation et la stratégie de la terreur. Un petit village ukrainien de 300 âmes, un café, une supérette juste à côté et brusquement une bombe russe. On parle donc d'au moins 50 morts, un peu plus de 50 morts. Voilà ce que l'on sait à l'heure qu'il est, les indispensables avec Justine Fressinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on de cette attaque? Eh bien regardez, voici les premières images qui nous sont parvenues. Un amas de briques fumantes, des secours et des civils qui tentent de dégager les survivants de sous les gravats, à main nue, dans un paysage d'apocalypse. On a évidemment flouté les images les plus difficiles. Le dernier bilan est supérieur à tout ce que l'Ukraine a pu connaître dans ce genre de bombardement. Au moins 51 morts, dont un enfant, dans ce village de 330 habitants. Avec le recul, on commence à comprendre ce qui s'est passé. L'attaque s'est produite vers 13h dans le village de Groza, à une trentaine de kilomètres du front. On est tout près de la ville de Kupiansk, où les combats font rage en ce moment. D'après le gouverneur ukrainien de la région, les Russes ont bombardé un café et un magasin voisin où se trouvaient de nombreux civils. Terrible ironie du sort, dans ce café se trouvait une soixantaine d'habitants réunis pour les obsèques de l'un des leurs. Et c'est pendant la cérémonie qu'un missile s'est abattu sur le bâtiment. Kiev donne des précisions et parle d'un missile Iskander russe. Volodymyr Zelensky évoque un crime russe manifestement brutal, une attaque terroriste totalement délibérée. La terreur russe doit être stoppée. On vous retrouve dans un instant, Justine, pour l'autre actualité sur cette retraite de la flotte russe. Mais d'abord, Général, je me tourne vers vous. Un seul missile et ce paysage de dévastation? Oui, un missile extrêmement puissant, précis. Donc malheureusement, si vous voulez, un missile en plein champ où il n'y a personne, ça fait un cratère, terminé. Là, ça tombe sur un rassemblement de personnes. Naturellement, ça tue tous les gens qui sont situés là. Ce que j'arrive pas à comprendre vraiment, mais ça dépasse l'entendement, comment on peut frapper sur une cible civile, parce qu'il n'y avait rien de militaire autour, une cible civile pour tuer avec cette puissance-là, et avec ce type de missile. C'est pas n'importe quoi, c'est pas un TR-252, c'est un missile extrêmement puissant. Donc ça dépasse totalement l'entendement. Je ferme une porte immédiatement parce qu'on se souvient évidemment de ce précédent du marché couvert, pas très loin de Bakhmut, pas très loin du front, où on s'est rendu compte, voilà, c'est cette image. Et évidemment, on s'était fait un devoir de le dire ici, parce que comment laisser passer cette information, que tout indiquait, on ne saura jamais la vérité avec une version officielle bien entendu, mais tout indiquait que c'était une erreur de tir ukrainienne. Est-ce qu'on a les moyens là, en ce qui concerne aujourd'hui la situation dans ce village, de dire c'est un coup des Russes, c'est un coup des Russes? Alors, Elena. il y a eu une frappe qui, manifestement, d'après l'enquête assez pointilleuse du New York Times, était une bavure de l'armée ukrainienne. Et puis il y a eu toutes les autres frappes qu'il y a eu par l'armée russe depuis le début de la guerre, qui ont fait des centaines, des milliers de victimes civiles ukrainiennes, la guerre de Kramatorsk, et j'en passe. Et cette frappe sur le marché de Konstantinovka a servi à la propagande russe à discréditer, en fait, et à valider sa théorie qu'elle ne tue jamais de victimes civiles. On a vu les chaînes de télévision russes tourner en boucle des sujets sur le fake de Boutcha, un complot des médias occidentaux où les morts se seraient tantôt relevés, tantôt c'est les Ukrainiens qui auraient tué des gens et placé là les cadavres pour le voyage de presse, etc. Donc il faut vraiment, comme vous le disiez, remettre les choses dans leur contexte. Qu'on puisse ou pas dire dans l'immédiat c'était ou pas un missile Iskander, c'était ou pas une frappe russe. Voilà, c'est une guerre de la Russie. La Russie envoie des missiles longue portée et des missiles lourds sur l'Ukraine. Et voilà. C'est une stratégie russe. Alors c'est frappant de voir Dominique, qui souvent nous explique les tenants et les aboutissants de cette guerre, y compris dans ses aspects, dire « Je ne comprends pas ce que cherche l'armée russe ». C'est la terreur? C'est la stratégie de la terreur? D'abord, il faudrait savoir si c'est un missile Iskander ou pas. Parce que le missile Iskander, c'est un missile qui coûte 3 millions de dollars pièce. Donc envoyer un missile Iskander pour tuer 50 civils, je dois avouer que là on est dans le délire total. Donc il faudrait vérifier cette information. Et je rappelle quand même que c'est pas la première fois que les Russes, enfin depuis
du début de la guerre, frappent les civils non-stop. Je veux dire, ils ont visé les infrastructures. Je veux dire, viser les infrastructures de production d'énergie pendant l'hiver à l'Est, c'est vouloir tuer les civils. Il y a une volonté délibérée de semer la terreur parmi la population civile. Pourquoi? Encore une fois, c'est des stratégies qui avaient été employées par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, au Japon, etc. C'est qu'on pense que ça va briser le moral du peuple. En l'occurrence, ça n'a jamais été vérifié. C'est-à-dire que plus on bombarde les civils, plus on crée un sentiment d'unité et cette volonté de se défendre face à l'agresseur. Juste un élément de comparaison pour ce que j'ai vécu en ex-Yougoslavie. Le marché de Marcalé était un marché dans le centre de Sarajevo, la partie musulmane. Un obus tombe dedans au mois de février. Un nombre incalculable de morts et de blessés. Je crois qu'il y avait 250 blessés, 40 morts ou quelque chose comme ça. Pendant longtemps, on s'est posé la question de l'attribution de ce tir. Les Serbes disaient que c'était les Bosniens qui avaient tiré sur eux-mêmes, etc., etc. Deuxième tir au mois d'août, donc 6 mois plus tard. Et là, on se pose plus... c'était marché de Marcalé, c'était 93, février 93. L'autre tir était en août 95. Au même endroit, la même chose. Là, on ne s'est plus posé de questions. On y est allé. C'est à ce moment-là que la force de réaction rapide s'est déployée. On a raison de chercher les causes, comment ça s'est passé, etc. Mais je crois que, allez, 95% de chance, ça n'est pas le pays qui tue ses citoyens. Ça me paraît tellement improbable. Et en revanche, alors que parce que le missile est un missile extrêmement puissant, que c'était un tir court, qu'il était... bon, c'est possible. Mais enfin, tout ceci revient au même. Je rappelle que ce sont des tirs russes sur des populations ukrainiennes, civiles. Et c'est ce qu'il faut voir. Et c'est ça qui est scandaleux. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Si vous voulez, la terreur, elle est là déjà tous les jours depuis 18 mois. Donc qu'est-ce que ça va rajouter comme terreur à la population ukrainienne? Et adressons-nous à la 5e colonne, ceux qui passent leur temps à critiquer les Ukrainiens. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas un civil russe qui a été tué par les Ukrainiens depuis le début de cette guerre. Il faut le répéter volontairement. Sur le territoire russe, non, jamais. Non, mais il n'y a pas de civils sur le territoire ukrainien, oui, dans le Donbass, effectivement. Et délibérément, délibérément, mais les Ukrainiens ne visent que des militaires. C'est ça, la guerre que mènent les Ukrainiens. La guerre que mènent les Russes, c'est celle-là, c'est une guerre sale, une guerre de terreur, c'est une guerre d'un pays terroriste. Mais on l'a qualifié d'ailleurs, les institutions internationales l'ont qualifié la Russie désormais. Et vous avez une réponse à... Moi, je suis tout à fait sur la même ligne que ce qui vient d'être dit. C'est d'abord consternant et c'est ensuite totalement révoltant. Et ça va dans le sens de la politique, comme cela vient d'être dit, qui a été menée par les Russes depuis le début de ce conflit, de semer la terreur parmi la population ukrainienne avec l'espoir que cela va abattre les Ukrainiens. Mais ça a l'effet inverse, au contraire. Ça renforce à la fois la nation ukrainienne et la résistance ukrainienne face à cette barbarie. Oui. Alors, j'ai quand même une question. C'est un peu bizarre que cette bombe, que ce missile soit tombé sur une réunion. Est-ce que les Russes avaient une information, là aussi, qu'ils allaient tuer un maximum de gens? Est-ce que c'est un hasard, tout simplement? Ou est-ce qu'ils avaient des informations sur la tenue d'une réunion dans ce village? S'ils avaient des informations, ces informations, ils ont bien vu que c'était des civils, et donc ça rend le crime encore plus révoltant et consternant. Mais voyez, par rapport à ce qu'on disait sur ce qui s'était passé lors du marché couvert, ce qu'on peut constater depuis quelques heures, parce que ce bombardement a eu lieu autour de 14 ou 15 heures heure française, c'est une certaine prudence dans les réactions. L'ONU, Denise Brown, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine. Les images en provenance de cette localité où vivent un peu plus de 300 personnes sont absolument terrifiantes. Mais elle se garde bien de s'en prendre à qui que ce soit. À l'instant, le porte-parole du secrétariat général de l'ONU dit la même chose. Je condamne résolument, nous condamnons résolument cette action, mais pas un mot. Donc, oui, parce que depuis la frappe sur Constantinivka, évidemment, tout le monde prend des précautions, parce que, voilà, il y a eu une bavure ukrainienne, et du coup, évidemment, tout le monde, depuis, fait attention à ne pas dire que c'est la Russie. Mais la question, en fait, n'est pas là. D'abord, je tiens juste à préciser que d'après les informations que j'ai eues de personnes sur place, c'est pas 300 personnes, il restait 100 personnes dans le village
les autres étant partis avec la guerre. Et ça, c'est l'adjoint procureur qui le dit, local. Et ce qui fait qu'en fait, ils ont massacré plus de la moitié du village. Mais la question n'est pas là. C'est pas de savoir cette frappe-là précisément. Des frappes comme ça, il y en aura d'autres. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'en fait, c'est une guerre à grande échelle, avec des victimes, des gens qui meurent tous les jours. Là, il y en a 50. À Kherson, il y a 2 jours, il y en a eu 3. Et c'est quotidien. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait pour arrêter ça. Enfin, moi, je sais pas. Vous êtes en colère. Bien sûr que je suis en colère, mais je suis en colère tous les jours en fait. Après, on peut pas être en colère pour tous les morts du monde entier tous les jours. Il se trouve que c'est cette guerre-là, en fait, avec laquelle personnellement je vis au quotidien. Mais c'est pas la question. C'est l'impuissance en fait. C'est vraiment le sentiment d'impuissance. C'est que ces morts-là, le jour où Vladimir Poutine, le 22 février, a prononcé son terrible discours, on les voyait déjà dans notre esprit. Et elles ne vont faire que s'accumuler. Et combien d'années va durer cette guerre? Combien il y aura encore de morts comme celle-ci, des enfants, des civils, enfin, et même des soldats? Parce que les soldats ukrainiens n'ont pas forcément choisi d'être des soldats, au demeurant. C'est aussi des civils, et c'est aussi des gens ordinaires, et c'est aussi des gens qui se sont levés pour aller combattre pour leur patrie. Et il suffit de voir dans un film documentaire 2 séquences d'ambulanciers qui essaient de les évacuer pour prendre l'ampleur, si vous voulez, de cette horreur avec laquelle vivent les Ukrainiens tous les jours. Et la vraie question, c'est pas cette frappe-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, on n'arrive pas à l'arrêter. Ça fait bientôt 2 ans et ça continue. Bien.